À l'ouest d'Arkham s'érigent des collines farouches, séparées par des vallées plantées de bois profonds dans lesquelles nulle hache n'a jamais pratiqué de trouée. On y trouve des gorges étroites et sombres, où les arbres s'inclinent étrangement, où filtrent de minces ruisselets qui ne connaissent pas la lumière du soleil. Sur les pentes les moins abruptes se dressent de vieilles fermes, dont les chaumières trapues, tapissées de mousse, méditent éternellement sur les antiques secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri des grandes corniches rocheuses. Toutes sont vides aujourd'hui. Les larges cheminées s'effritent peu à peu, et les parois recouvertes de barres d'eau bombent dangereusement sous les toits en croupe. Les anciens occupants s'en sont allés, et les étrangers n'aiment pas vivre en ce lieu. Des Canadiens français, des Italiens, des Polonais ont essayé de s'y installer, mais n'ont pas tardé à partir. Ce qui est à chasser, ce n'est rien qu'ils aient pu voir, entendre ou toucher, c'est ce qu'ils ont pu imaginer. Le pays est funeste à l'imagination, et il n'apporte point de rêve reposant. Ce doit être pour ce motif que les étrangers s'en écartent. Car Amy Pierce ne leur a jamais rien raconté de ses souvenirs des jours étranges. Amy n'a plus toute sa tête depuis bien des années. C'est le seul qui soit resté là, le seul qui ose parler des jours étranges. Et il manifeste cette audace parce que sa maison est très près des champs découverts et des voies fréquentées autour d'Arkham. Jadis, une route franchissant collines et vallées traversait en droite ligne l'emplacement actuel de la lande foudroyée, puis, les gens ayant cessé de l'utiliser, on en traça une autre qui s'incurve considérablement vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne route parmi les herbes folles qui recommencent à pousser. Certaines persisteront encore lorsque la moitié des vallées aura été inondée pour constituer le nouveau réservoir. Alors les bois sombres seront abattus, et la lande foudroyée sommeillera sous les eaux profondes dont la surface azurée reflètera le ciel et se ridera sous la brise. Les secrets des jours étranges ne feront plus qu'un avec les secrets du gouffre, avec le savoir caché de l'antique océan, avec tout le mystère des premiers âges du monde. Lorsque je partis pour les vallées et les collines afin de lever le plan du réservoir projeté, on m'informa que ces lieux étaient maudits. Cet avertissement me fut donné à Arkham. Comme c'est une très vieille ville, pleine de légendes, de sorcières, j'attribuai la malédiction à des racontars de grand-mère transmis de génération en génération au cours de plusieurs siècles. L'expression « lande foudroyée » me sembla particulièrement mélodramatique, et je me demandai comment ces puritains avaient pu l'inclure dans leur folklore. Néanmoins, lorsque je vis à l'ouest ce fouillis de gorges et de pentes, je ne pensai plus qu'à son antique mystère. L'ombre s'y embusquait à longueur de journée, les arbres y poussaient en rangs serrés et leurs troncs étaient beaucoup trop gros pour un bois normal de la Nouvelle-Angleterre. Un trop grand silence régnait dans les allées obscures qui les séparaient. Le sol était recouvert d'une couche trop molle de mousse humide et de feuilles putréfiées depuis des années. Dans les espaces découverts, le long de l'ancienne route, se dressaient de petites fermes, à flanc de collines. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres n'en conservaient qu'un ou deux. D'autres encore se réduisaient à une cheminée solitaire ou à une cave qui se comblait rapidement. Les ronces et les mauvaises herbes envahissaient le terrain. Des animaux sauvages se déplaçaient furtivement dans les broussailles. Le décor baignait dans une brume d'inquiétude accablante. On y discernait une note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été faussé. Je ne m'étonnais plus que les étrangers eussent refusé de demeurer dans cette région qui n'était point faite pour le sommeil. Elle ressemblait trop à une gravure sur bois illustrant un conte fantastique. Cependant, la lande foudroyée l'emportait en horreur sur tout le reste. Je la reconnus au premier coup d'œil, au fond d'une large vallée, car nul autre nom n'aurait mieux convenu à ce lieu, et nul autre lieu n'aurait mieux porté ce nom. On aurait pu croire que le poète avait forgé cette expression après avoir vu ce désert.
Tout en le contemplant, je me dis qu'il avait dû être ravagé par un incendie. Mais, dans ce cas, pourquoi nulle végétation n'avait-elle repoussé sur ces 2 hectares de désolation grise, étalée sous le ciel comme une immense tache creusée par un acide rongeur au milieu des champs et des bois? Elle se trouvait au nord de l'ancienne route, mais empiétée légèrement sur l'autre côté. J'éprouvai une étrange répugnance à m'en approcher. Pourtant, je finis par m'y résigner, car mon travail m'obligeait à la traverser. Je n'y discernais pas la moindre trace de végétation. Partout régnait une fine poussière grisâtre que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres rabougris du voisinage dépérissaient. Plusieurs troncs morts debout ou couchés bordaient son périmètre. Tandis que j'avançais à pas pressés, j'aperçus à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une cheminée et d'une cave, ainsi que la noire ouverture béante d'un puits abandonné, dont les vapeurs stagnantes prenaient d'étranges teintes au soleil. La longue pente couverte de bois profond, qui s'étendait à l'autre extrémité de la lande, me parut agréable par contraste, et je ne m'étonnai plus des propos apeurés que murmuraient les habitants d'Arkham. Je n'avais vu ni maison ni ruine à proximité de tout temps. Ce lieu avait dû être solitaire. Au crépuscule, n'osant pas affronter une 2e fois le sinistre désert, je regagnai la ville par la nouvelle route, incurvée vers le sud. Je me surpris à souhaiter vaguement la venue de quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait empli mon âme d'une bizarre inquiétude. Dans la soirée, j'interrogeai certains vieillards d'Arkham au sujet de la lande foudroyée, et leur demandai ce qu'ils entendaient par les mots « jour étrange » que tant d'entre eux chuchotaient d'un ton évasif. Je n'obtins aucune réponse satisfaisante. Néanmoins, j'appris que le mystère était beaucoup plus récent que je ne l'imaginais. Il ne s'agissait pas d'une vieille légende, mais de faits contemporains, des gens qui me parlaient. Il s'était produit peu après 1880. Une famille entière avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient rien préciser, et comme ils m'avaient tous recommandé de ne prêter aucune attention aux folles histoires du vieux Pierce, j'allai lui rendre visite dès le lendemain matin, après avoir appris qu'il vivait seul dans une chaumière branlante à l'endroit précis où les bois deviennent plus touffus. La vieille demeure commençait à exhaler cette odeur malsaine qui s'attache aux maisons bâties depuis trop longtemps. Je dus frapper avec insistance avant d'éveiller Hammy Pierce, et lorsqu'il eut gagné la porte d'un pas traînant, je compris à son air gêné qu'il n'était pas très content de me voir. Il paraissait moins décrépit que je ne l'aurais cru, mais il tenait les yeux constamment baissés. De plus, ses vêtements en désordre et sa barbe blanche lui donnaient un aspect lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour lui faire entamer son récit, je prétendis être venu le consulter à propos de mon travail d'arpentage, et lui poser de vagues questions sur le pays. Il était beaucoup plus intelligent et instruit qu'on ne me l'avait donné à entendre. Avant que je m'en fusse rendu compte, il avait compris le sujet mieux que tous les habitants d'Arkham, avec lesquels je m'étais entretenu. Il différait des autres paysans que j'avais connus dans les régions où l'on devait installer des réservoirs. Il ne protesta pas contre le projet qui allait anéantir une grande étendue de bois et de champs, peut-être parce que sa chaumière se trouvait en dehors des limites du lac futur. Au contraire, il manifesta un immense soulagement en apprenant que les antiques vallées, où il avait erré toute sa vie, étaient condamnées. Il valait mieux qu'elles soient sous l'eau, déclara-t-il. Oui, il valait mieux qu'elles soient sous l'eau, après ce qui s'était passé pendant les jours étranges. À la suite de ce préambule, sa voix enrouée devint un faible murmure, tandis qu'il se penchait en avant et pointait devant lui l'index tremblant de sa main droite pour donner plus de poids à ses paroles. Ce fut alors que j'entendis l'histoire, et pendant que la voix chevrotante exposait son récit décousu, je frissonnai à maintes reprises, malgré la chaleur de cette journée d'été. Plusieurs fois, je dus couper court aux digressions du conteur, compléter certains détails scientifiques que sa mémoire affaiblie avait retenus sans les comprendre, à la manière d'un perroquet, combler des brèches
lorsqu'il sombrait dans l'incohérence. Quand il eut terminé, je compris pourquoi il n'avait plus toute sa raison et pourquoi les gens d'Arkham répugnaient à parler de la lande foudroyée. Je me hâtai de regagner mon hôtel avant le crépuscule, peu désireux de voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert. Le lendemain, je rentrai à Boston pour donner ma démission. Il m'eût été impossible de pénétrer de nouveau dans ce fouillis obscur de pentes boisées, d'affronter une deuxième fois cette étendue grisâtre où béait le puits noir à côté d'un amas de pierres et de briques. À présent, le barrage ne tardera pas à être construit, et tous ces anciens secrets seront ensevelis à jamais sous plusieurs brasses d'eau. Mais même alors, je crois que je n'aimerais pas visiter le pays de nuit, surtout quand les sinistres étoiles scintillent dans le ciel, et rien ne saurait m'amener à boire l'eau du nouveau réservoir d'Arkham. D'après Amy Pierce, tout avait commencé avec le météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu la moindre légende depuis les procès des sorcières, et même à cette époque, ces bois occidentaux étaient bien moins redoutés que la petite île du Miskatonic, où le diable tenait sa cour à côté d'un curieux hôtel de pierre plus vieux que les Indiens. Ils n'étaient pas hantés, et leur extraordinaire pénombre n'inspirait nul effroi avant la venue des jours étranges. Il y avait eu ce nuage blanc en plein midi, cette série d'explosions dans l'air, cette colonne de fumée issue de la vallée, au cœur des bois. Au coucher du soleil, toute la ville d'Arkham savait qu'un gros rocher était tombé du ciel pour s'enfoncer à côté du puits dans la cour de la ferme de Nahum Gardner. C'était la maison qui se trouvait alors sur l'emplacement de la lande foudroyée. Coquette demeure, aux murs blanchis à la chaux, entourée de vergers et de jardins fertiles. Nahum s'était rendu à Arkham pour annoncer la nouvelle. Il en avait fait part à Amy Pierce en passant devant chez lui. Amy avait 40 ans à cette époque, et tous ces événements bizarres s'étaient fortement gravés dans son esprit. Accompagné de sa femme, il avait suivi les 3 professeurs de l'université de Miskatonic qui, le lendemain matin, s'étaient empressés d'aller examiner l'étrange visiteur venu des espaces interplanétaires. À la vue de la pierre, ils s'étonnèrent que Nahum l'eût qualifiée de grosse. Le fermier déclara qu'elle avait rapetissé depuis la veille, tout en montrant du doigt le monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe calcinée, près du puits archaïque de la cour. Mais les savants répondirent que les pierres ne rapetissent pas. Le météorite gardait toute sa chaleur, et Nahum affirma qu'il avait émis une faible clarté au cours de la nuit. Les professeurs frappèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent étrangement molle. Si molle, en vérité, qu'elle était presque plastique. Ils durent la creuser au lieu de l'ébrécher, pour en retirer un spécimen qu'ils emportèrent à l'université afin de le soumettre à divers réactifs. Ils le placèrent dans un seau emprunté à la cuisine de Nahum, car même ce petit fragment refusa de se refroidir. En route, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer et prirent un air pensif lorsque Mme Pierce leur fit observer que le spécimen rétrécissait et brûlait le fond du seau. En fait, il n'était pas très grand, mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne le croyait. Le lendemain, tout ceci se passait en juin 1882, les professeurs étaient revenus très agités, en passant devant la chaumière d'Amy, et lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté, et comment il s'était volatilisé quand il l'avait mis dans un verre à expérience. Le verre s'était volatilisé lui aussi, et les savants parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Dans ce laboratoire, si bien équipé, elle avait résisté à toutes les épreuves. Chauffée sur du charbon de bois, elle n'avait émis aucun gaz caché. Elle s'était montrée insensible à l'action dissolvante du borax. Aucune température, y compris celle du chalumeau oxydrique, n'avait pu la volatiliser. Martelée sur une enclume,
elle s'était révélée fort malléable, et elle répandait une lueur très nette dans les ténèbres. Son entêtement obstiné à ne pas se refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition. Quand on la chauffa devant le spectroscope, elle étala des raies brillantes qui ne rappelaient en rien les couleurs du spectre normal. Alors on parla beaucoup d'éléments nouveaux, de bizarres propriétés optiques, bref, de toutes ces choses que disent les savants confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était, on la plaça dans un creuset pour la soumettre aux réactifs habituels. L'eau et l'acide chlorhydrique restèrent sans effet. L'acide nitrique et l'eau régale elle-même se contentèrent de siffler et de crachoter sans entamer cette invulnérabilité torride. Amy eut beaucoup de mal à se rappeler tout cela, mais il reconnut certains dissolvants à mesure que je mentionnais leurs noms dans l'ordre usuel. On utilisa l'ammoniac, la soude, caustique, l'alcool, l'éther, le bisulfite de carbone et une bonne douzaine d'autres. Le poids de la pierre diminua régulièrement et elle sembla se refroidir un peu à mesure que le temps passait. Mais nulle modification des dissolvants ne montra qu'il avait attaqué la substance. Tout ce que l'on put en conclure, c'est que c'était un métal. En premier lieu, elle avait des propriétés magnétiques. Par ailleurs, à la suite de son immersion dans les acides, on crut pouvoir distinguer de légères traces des figures de Windman-Staten que l'on trouve sur le fer météorique. Quand le refroidissement eut atteint un degré suffisant, on continua les réactions dans des verres, et ce fut dans un verre que l'on mit tous les fragments qui restaient du spécimen original à la suite des diverses expériences. Le lendemain matin, verre et fragments avaient disparu sans laisser d'autres traces qu'un emplacement calciné sur l'étagère de bois où on les avait placés. Les professeurs racontèrent tout ceci à Amy lorsqu'ils s'arrêtèrent devant sa porte. Une fois de plus, il les accompagna pour examiner le messager venu des étoiles, mais sa femme resta au logis. La pierre avait bel et bien rapetissé. Tout autour de la masse brune, près du puits, se trouvait un espace vide, sauf à l'endroit où le sol s'était creusé. Alors qu'elle mesurait 2,50 m de large la veille, elle atteignait à peine 2 mètres maintenant. Elle était encore brûlante, et les savants étudièrent sa surface avec curiosité, tout en détachant un gros morceau avec un ciseau à froid. Tandis qu'ils creusaient profondément pour prélever le nouveau spécimen, ils constatèrent que le centre du météorite n'était pas homogène. Ils avaient mis à découvert ce qui semblait être la surface d'un gros globule encastré dans la substance. Sa couleur, semblable à certaines raies de l'étrange spectre de la lumière, était impossible à décrire. En fait, ils employèrent le mot « couleur » par simple analogie. Le globule, d'une texture lustrée, paraissait creux et cassant. L'un des professeurs l'ayant frappé vigoureusement de son marteau, il éclata avec un petit bruit sec. Aucun gaz n'en sortit, et il disparut entièrement, laissant un espace sphérique vide, d'environ 3 pouces. Tous les savants jugèrent que d'autres globules seraient découverts à mesure que la substance enveloppante disparaîtrait. Cette hypothèse se révéla fausse. Après avoir vainement essayé de trouver de nouveaux globules, en forant la pierre, les chercheurs se retirèrent avec leur second spécimen qui, au laboratoire, se montra aussi déconcertant que son prédécesseur. Il était presque plastique, possédait chaleur, magnétisme et luminosité, se refroidissait légèrement dans des acides puissants, avait un spectre inconnu, se volatilisait dans l'air, attaquait les composés de silicium qu'il détruisait et qui le détruisaient. Mais en dehors de ces caractéristiques, il ne présentait aucun trait permettant son identification, et au terme de leur expérience, les savants se virent contraints de reconnaître qu'ils ne pouvaient le situer. Le météorite n'appartenait pas à cette terre. C'était un fragment de l'univers du dehors qui, en tant que tel, obéissait à des lois indéchiffrables. Cette nuit-là, un violent orage éclata. Le lendemain, lorsque les professeurs se rendirent chez Nahum,
Ils éprouvèrent une amère déception. La pierre avait dû posséder une propriété électrique particulière, car ainsi que le déclara Nahum, elle avait attiré la foudre, avec une étrange persistance. 6 fois en 1 heure, le fermier vit les éclairs frapper la cour de devant. Quand l'orage eut pris fin, rien ne restait auprès du vieux puits qu'une excavation au bord déchiqueté, à demi comblée par les éboulis. C'est en vain que Nahum avait creusé l'emplacement, et les savants purent constater la disparition totale du météorite. En présence de cet échec, il ne leur restait plus qu'à regagner leur laboratoire et à poursuivre leur expérience sur le second spécimen, soigneusement enfermé dans un coffret de plomb. Ce fragment dura 1 semaine, mais l'on ne put rien apprendre de nouveau à son sujet. Il s'évanouit sans laisser la moindre trace, et à mesure que les jours passaient, les professeurs commencèrent à douter d'avoir jamais vu, autrement qu'en rêve, ce mystérieux vestige des abîmes insondables du dehors, cet étrange message d'autres univers, d'autres domaines de matière, de force, d'entité. Naturellement, les journaux d'Arkham montèrent en épingle cet incident et son parrainage universitaire. Ils envoyèrent des reporters pour interviewer Nahum Gardner, et un quotidien de Boston dépêcha également l'un de ses scribes au fermier. Ce dernier devint bientôt une célébrité locale. C'était un homme maigre et jovial, âgé de 50 ans, qui vivait avec sa femme et ses 3 fils du produit de ses terres. Lui et Amy se voyaient fréquemment, leur ferme échangeait des visites, et Amy n'avait jamais eu qu'à se louer de son voisin. Celui-ci, tout fier de la notoriété qu'il avait acquise, parla très souvent, au cours des semaines suivantes, de la pierre tombée du ciel. Juillet et août furent très chauds. Nahum travailla dur à faire les foins dans son pré de 4 hectares au-delà de Chanmansbrook. Cette tâche le fatigua beaucoup, plus que pendant les années précédentes, et il se dit qu'il commençait à sentir les effets de l'âge. Puis vint l'époque des fruits et de la moisson. Les pommes et les poires mûrirent lentement, et Nahum jura que jamais ses vergers n'avaient été si prospères. Les fruits d'une grosseur phénoménale, d'un éclat inaccoutumé, poussaient en telle abondance qu'il commanda des tonneaux supplémentaires en vue de la récolte future. Mais il connut une grande déception lorsqu'ils atteignirent la maturité. Malgré leur somptueux déploiement de succulences trompeuses, pas un seul n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires s'était insinuée une répugnante amertume, si bien que la moindre bouchée engendrait le dégoût. Il en allait de même des melons et des tomates, et Nahum, le cœur plein de tristesse, comprit que toute sa récolte était perdue. Établissant immédiatement une relation de cause à effet, il déclara que le météorite avait empoisonné le sol et rendit grâce au ciel de ce que la majeure partie des autres récoltes se trouva dans les hautes terres, le long de la route. L'hiver fut précoce et très froid. Amy vit Nahum moins souvent et constata qu'il avait l'air soucieux. Sa femme et ses enfants, eux aussi, paraissaient d'humeur taciturne. Il n'assistait plus régulièrement aux offices ni aux diverses réjouissances du village. Nul ne put trouver le motif de cette réserve ni de cette mélancolie. Néanmoins, tous les habitants de la ferme avouèrent à plusieurs reprises qu'ils ne se sentaient pas en très bonne santé et éprouvaient un malaise indéfinissable. Nahum lui-même se montra plus précis, en déclarant qu'il était troublé par certaines empreintes dans la neige. Il s'agissait des empreintes habituelles d'écureuils, de lapins blancs et de renards. Toutefois, le fermier jura qu'il y avait quelque chose d'anormal dans leurs dimensions et leur disposition. Il ne donna pas de détails, mais sembla juger qu'elles ne correspondaient ni à l'anatomie, ni aux habitudes des animaux en question. Tout d'abord, Amy ne fit guère attention à ses propos, puis, un soir qu'il passait en traîneau devant la maison de Nahum, en revenant de Clark Corner, il vit un lapin traverser la route au clair de lune. Les bonds de l'animal étaient si longs qu'ils déplurent fort à Amy et à son cheval. En fait, ce dernier se serait emballé s'il n'eût été retenu par la main ferme de son maître.
Par la suite, Amy écouta les histoires de Nahum avec plus d'intérêt et se demanda pourquoi les chiens du fermier semblaient si déprimés tous les matins. Ils avaient presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils MacGregor de Meadow Hill, au cours d'une chasse à la marmotte, tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen fort curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une étrange façon, impossible à décrire. Quant à la tête, elle avait une expression que nulle marmotte n'avait jamais eue auparavant. Les jeunes gens, vraiment effrayés, jetèrent la dépouille de l'animal, de sorte que les campagnards ne connurent cette marmotte que par leurs récits ridicules. Mais c'était maintenant un fait bien établi que les chevaux prenaient peur aux abords de la ferme de Nahum, et la base d'un cycle de légendes orales s'établissait rapidement. Les gens affirmaient que la neige fondait autour de la ferme plus vite que partout ailleurs, et au début de mars, il y eut une longue discussion dans la boutique de Potter à Clark's Corner. Stephen Rice, étant passé en voiture non loin de chez les Gardner dans la matinée, avait remarqué les choux punais qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énormes. Il était impossible d'en définir la couleur. Ils affectaient des formes monstrueuses, et le cheval avait renâclé en sentant une odeur qui, au dire de Stephen, ne ressemblait à rien de connu. Au cours de l'après-midi, plusieurs personnes allèrent voir à leur tour cette végétation anormale. Toutes convinrent que les plantes de ce genre ne devaient jamais pousser en terrain sain. On parla sans contrainte des fruits gâtés de l'automne précédent, et le bruit se répandit que les champs de Nahum étaient empoisonnés. Bien entendu, le météorite en était cause, se rappelant que les professeurs de l'université avaient trouvé la pierre fort étrange. Quelques fermiers allèrent leur exposer la situation. Un jour, les savants rendirent visite à Nahum, néanmoins n'attachant aucune foi aux récits fantastiques et au folklore. Ils se montrèrent très modérés dans leurs conclusions. Sans doute les plantes incriminées étaient-elles fort bizarres, mais tous les choux punais sont plus ou moins bizarres de forme et de couleur. Peut-être un élément minéral du météorite avait-il pénétré dans le sol. Les pluies ne tarderaient pas à l'entraîner. Quant aux empreintes anormales et aux chevaux effrayés, c'était là pur bavardage que la venue d'un aérolite ne pouvait manquer de susciter. Des gens sérieux se trouvaient désarmés devant ces propos insensés, car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. En conséquence, pendant toute la durée des jours étranges, les professeurs dédaigneux se terrent à l'écart de ces rustres ignorants. Toutefois, l'un d'eux, quand on lui donna 2 flacons de poussière à analyser pour le compte de la police, 1 an et demi plus tard, se rappela que l'étrange couleur des choux punais était fort semblable à l'une des raies lumineuses du spectre du météore et à la teinte indéfinissable du globule encastré dans la pierre. Au cours de son analyse, il constata que les échantillons de poussière émettaient le même spectre inconnu. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de la ferme des Gardner. La nuit, ils oscillaient d'une façon inquiétante au souffle du vent. Thaddeus, le second fils de Nahum, âgé de 15 ans, jura qu'ils oscillaient également quand nulle brise ne soufflait. Mais les bavards les plus invétérés refusèrent de le croire. Néanmoins, à n'en pas douter, il y avait une certaine agitation dans l'air. Tous les membres de la famille prirent l'habitude d'écouter à la dérobée sans pouvoir préciser quelle sorte de bruit ils guettaient. Bientôt, on commença à murmurer que les Gardner étaient un peu détraqués. Lorsque les premiers saxifrages s'épanouirent, ils avaient une couleur étrange, un peu différente de celle des choux punais, mais nettement apparentée à elle et tout aussi inconnue. Nahum apporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la Gazette. Toutefois, ce grand personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées au ridicule. Nahum avait commis l'erreur de raconter à un citadin dépourvu d'imagination la manière dont se comportaient d'énormes papillons noirs depuis l'épanouissement des saxifrages.
En avril, les paysans semblèrent frappés d'une sorte de démence. À cette époque, ils commencèrent à ne plus emprunter la route qui passait devant la ferme et qui devait être complètement abandonnée par la suite. Ce fut la végétation qui les épouvanta. Tous les arbres du verger se couvrirent de fleurs aux teintes bizarres. Sur le sol pierreux de la cour, ainsi que dans le pré adjacent, poussèrent des plantes curieuses que seul un botaniste aurait pu rattacher à la flore habituelle de la région. L'herbe et les feuilles gardaient encore leur vert normal. Partout ailleurs régnaient les variantes d'une teinte morbide, fondamentale, impossible à situer parmi les couleurs connues. Les adlumias devinrent un sinistre objet d'épouvante. Les sanguinaires manifestèrent une perversité chromatique. Ces couleurs parurent familières au Gardner et à Amy. Elles rappelaient le globule cassant du météorite. Nahum labura et ensemença le pré de 4 hectares, ainsi que les champs à flanc de colline. Mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile. Il se contenta d'espérer que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout son poison. Maintenant, il s'attendait à n'importe quoi. Il s'était accoutumé à sentir près de lui la présence d'une chose qui allait se révéler clairement, un jour ou l'autre. Lorsque ses voisins évitèrent sa maison, il en fut naturellement très affecté. Mais sa femme le fut bien davantage. Ses fils étaient mieux partagés car ils allaient tous les jours à l'école. Néanmoins, les commérages leur inspiraient une certaine frayeur. Thaddeus, d'une nature particulièrement sensible, en souffrait plus que ses frères. En mai arrivèrent les insectes. L'affaire de Nahum devint un cauchemar de créatures rampantes et bourdonnantes. La plupart d'entre elles avaient un aspect et des mouvements légèrement anormaux. Leurs mœurs nocturnes contredisaient tout ce que l'on savait à leur sujet. Les Gardner prirent l'habitude de veiller, guettant ils ne savaient quoi pendant des nuits entières. À cette époque, ils reconnurent tous que Thaddeus avait dit vrai au sujet des arbres. Madame Gardner fut la première, après son fils, à observer le phénomène par sa fenêtre, tandis qu'elle contemplait les rameaux gonflés d'un érable qui se détachait sur le ciel baigné de clarté lunaire. Il bougeait, à n'en pas douter, bien qu'il n'y eût pas un souffle de vent. Tout ce qui poussait présentait un élément bizarre. Pourtant, la découverte suivante ne fut pas effectuée par les Gardner. L'accoutumance avait émoussé leurs sens, et ce qu'ils ne pouvaient pas voir fut aperçu par un timide commis voyageur de Boston, ignorant tout des légendes du pays, qui une nuit passa en voiture dans les parages. La Gazette d'Arkham consacra un court paragraphe à son récit, et c'est dans le journal que tous les fermiers, y compris Nahum, apprirent la chose pour la première fois. La nuit avait été très sombre. Les lanternes du bogey n'éclairaient pas beaucoup. Néanmoins, autour d'une ferme de la vallée, dans laquelle chacun reconnut celle de Nahum, d'après certains détails, les ténèbres avaient paru moins denses. Toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs, semblait imprégnée d'une luminosité faible, mais très nette. Par moments, un fragment isolé de cette phosphorescence se déplaçait furtivement dans la cour près de la grange. Jusqu'alors, les prés semblaient intacts. Les vaches passaient librement à proximité de la maison. Or, vers la fin du mois de mai, le lait commença à se gâter. Alors Nahum envoya les vaches sur les hautes terres, et tout rentra dans l'ordre. Peu après, un changement très net se manifesta dans l'herbe et dans les feuilles. La verdure devenait grise et singulièrement cassante. À présent, Amy était le seul qui alla voir Nahum, et ses visites se faisaient de plus en plus rares. Quand l'école ferma ses portes, les Gardner se trouvèrent pratiquement retranchés du monde. Ils durent confier parfois à Amy le soin de faire leurs courses à la ville. La famille entière semblait victime d'une étrange dégénérescence physique et mentale. Aussi personne ne fut-il surpris d'apprendre que Madame Gardner était devenue folle. Cela se produisit en juin, environ 1 an après la chute du météore. La pauvre femme se mit à crier qu'elle voyait dans l'air des choses impossibles à décrire.
Dans son délire, elle n'employait pas un seul nom déterminé, mais uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, volaient, se transformaient. Ses oreilles tintaient sous l'effet de vibrations qui n'étaient pas exactement des sons. Quelque chose lui était enlevé. On lui arrachait quelque chose s'attachait à elle. Quelqu'un devrait bien l'en débarrasser. Rien n'était immobile dans la nuit. Les murs et les fenêtres se déplaçaient. Nahum ne l'envoya pas à l'asile. Il la laissa errer à travers la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres, même quand l'expression de son visage commença à changer. Mais lorsque les enfants prirent peur, lorsque Thaddeus faillit s'évanouir à la vue des grimaces menaçantes de sa mère, il décida de l'enfermer dans la mansarde. En juillet, elle avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes. Avant la fin du mois, Nahum conçut l'idée insensée qu'elle luisait légèrement dans le noir, tout comme la végétation environnante. Peu de temps auparavant, les 4 chevaux s'étaient enfuis. Mystérieusement réveillés au cours de la nuit, ils s'étaient mis à hennir et à ruer de façon terrifiante. Il semblait qu'il n'y eût pratiquement rien à faire pour les calmer. Et quand Nahum avait ouvert la porte, ils s'étaient sauvés, comme des daims craintifs. On les retrouva au bout d'une semaine, mais on s'aperçut alors qu'ils étaient indomptables et on dut les abattre. Nahum, ayant emprunté un cheval à Ami pour rentrer ses foins, constata qu'il refusait d'approcher de la grange. Il faisait des écarts, hennissait, restait sur place, si bien que finalement le fermier dut le conduire dans la cour, tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fenil pour pouvoir le décharger à la fourche. Pendant tout ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs, aux teintes si bizarres, tournaient au gris, ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Gris, les asters, gris, les vergers d'or, tout gris et affreusement déformé. Dans la cour de devant, les roses, les ignaces et les roses trémières étaient de telles horreurs que Zénas, le fils aîné de Nahum, les coupa impitoyablement. Les insectes monstrueux moururent vers cette époque, y compris les abeilles qui avaient quitté leurs ruches pour gagner les bois. En septembre, la végétation s'émietta rapidement en poudre grisâtre. Nahum craignit que les arbres ne finissent à mourir avant que le sol fût débarrassé du poison. Sa femme était sujette à des accès de hurlements si horribles que lui et ses fils subissaient une tension nerveuse constante. À présent, ils évitaient leurs voisins, et lorsque l'école rouvrit ses portes, les enfants restèrent à la maison. Mais ce fut Ami qui découvrit au cours d'une de ses rares visites que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, indéterminé, ni fétide, ni salé. Et Ami conseilla au fermier de creuser un autre puits à flanc de colline, en attendant que le sol fût purifié. Néanmoins, Nahum ne tint aucun compte de ce conseil, car il était devenu indifférent aux choses étranges et déplaisantes. Lui et ses fils continuèrent à boire l'eau souillée, avec la même apathie machinale qu'ils apportaient à manger leurs maigres repas mal préparés ou à faire leurs travaux ingrats et monotones. Tous manifestaient une résignation passive, comme s'ils eussent cheminé dans un autre monde, entre 2 rangées de gardes anonymes vers une mort certaine et déjà familière. Thaddeus fut frappé de folie en septembre. Après être allé au puits pour y remplir un seau, il en revint les mains vides, criant, gesticulant, secoué parfois par un rire dément, parlant à voix basse des couleurs qui bougeaient dans l'eau. 2 fous dans la même famille, c'était beaucoup. Mais Nahum se montra très courageux. Il laissa le gamin en liberté pendant 1 semaine, jusqu'à ce qu'il commençât à trébucher et à se blesser en se cognant. Alors, il l'enferma dans une autre pièce de la mansarde, en face de la chambre de sa mère. Les hurlements qu'ils échangèrent à travers leurs portes terrifiaient particulièrement le petit Merwin. Il s'imaginait qu'ils conversaient dans un langage effroyable qui n'était pas de ce monde.
L'enfant avait une imagination débordante, et son agitation s'accrut lorsqu'il se vit privé de son frère, son compagnon de jeu favori. Presque en même temps, les animaux de la ferme périrent les uns après les autres. Poules et coqs devinrent grisâtres et moururent rapidement. Leur chair desséchée était infecte. Les porcs grossirent démesurément, puis commencèrent soudain à subir des transformations répugnantes que nul ne put expliquer. Bien entendu, leur chair s'avéra inutilisable, et Nahum ne sut plus à quel saint se vouer. Aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de la ferme. Quant à celui d'Arkham, il était manifestement déconcerté. Les porcs, eux aussi, prenaient une couleur grisâtre et tombaient littéralement en lambeaux avant de mourir, tandis que leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières, d'autant plus étranges qu'ils n'avaient jamais mangé de plantes souillées. Ensuite, les vaches succombèrent à un mal mystérieux. Certaines parties du corps, ou bien l'animal tout entier, se recroquevillaient. Après quoi survenait un affaissement ou une désintégration particulièrement atroce, quelque temps avant la mort, qui était le terme inévitable de la maladie. La chair devenait grise et friable, comme celle des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement. Tous les animaux atteints se trouvaient enfermés dans une grange bien close. Nulle morsure d'une bête de proie n'avait pu transmettre ce virus, car aucun être vivant ne pourrait traverser l'obstacle d'un mur ou d'une porte. Il s'agissait certainement d'une maladie naturelle, mais personne ne parvenait à deviner quelle maladie pouvait avoir des résultats aussi effroyables. Quand arriva l'époque de la moisson, il ne restait pas un seul animal chez les Gardner. La volaille et le bétail étaient morts, et les 3 chiens avaient fui pour ne plus jamais reparaître. Les 5 chats s'étaient sauvés quelques semaines auparavant, mais on n'y avait guère prêté attention. En effet, il semblait n'y avoir plus de souris dans la ferme. Le 19 octobre, Nahum entra en titubant dans la maison d'Amy et lui apprit la terrible nouvelle. Thaddeus était mort dans sa chambre. Son père, qui ignorait la cause du décès, avait creusé une fosse dans le petit cimetière familial pour y ensevelir ce qu'il avait trouvé dans la mansarde. La mort n'avait pu venir de l'extérieur. En effet, l'étroite fenêtre munie de barreaux et la porte fermée à clé étaient intactes. Les Pierce consolèrent le pauvre homme de leur mieux, en frissonnant. Une terreur sans nom s'attachait aux Gardner et à tous ceux qu'ils touchaient. La présence de l'un d'eux semblait une émanation des régions infernales. Amy accompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Merwin. Zénas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Depuis quelques jours, il passait son temps à regarder le vide et à exécuter machinalement les ordres de son père. Parfois, aux cris stridents de Merwin, répondaient les cris étouffés de la folle enfermée dans la mansarde. Sur un regard interrogateur de son visiteur, Nahum déclara que sa femme s'affaiblissait de plus en plus. À la tombée de la nuit, Amy s'arrangea pour prendre congé, en dépit de sa vive amitié pour le fermier. Rien n'aurait pu le faire rester en ce lieu où la végétation commençait à émettre une lueur phosphorescente, où les arbres semblaient osciller en l'absence de la moindre brise. Fort heureusement pour lui, il était dépourvu d'imagination. Malgré cela, sa raison fut légèrement affectée par cette aventure. Mais s'il eût été capable de réfléchir et de relier entre eux les prodiges auxquels il assistait, il serait devenu complètement fou. Poursuivi par les cris horribles de la démente et de l'enfant, il se hâta de regagner sa demeure. 3 jours plus tard, Nahum faisait irruption dans la cuisine d'Amy et, en l'absence de ce dernier, annonçait une nouvelle catastrophe à Mme Pierce, paralysée de terreur. Cette fois, le petit Merwin avait disparu. Il était allé au puits tard dans la nuit, portant un seau et une lanterne, et il n'était pas revenu. Depuis quelque temps, il avait perdu tout contrôle de ses nerfs et de ses actes. Rien ne le faisait crier. Cette nuit-là,
Nahum avait entendu un hurlement frénétique dans la cour, mais l'enfant avait disparu avant même que son père eût ouvert la porte. Le fermier avait cru tout d'abord que la lanterne et le seau s'étaient volatilisés également. Néanmoins, au lever du soleil, après avoir fouillé vainement les champs et les bois, il avait découvert près du puits les objets fort curieux. Une masse de fer informe, à demi fondue, représentait certainement la lanterne. À côté, une poignée et des cercles de fer tordus devaient être les débris du seau. Nahum se perdait en conjectures. Madame Pierce ne savait que penser. Ami, lorsqu'il revint au logis et qu'il eut entendu l'histoire, fut incapable d'émettre une hypothèse. Merwin avait disparu, et il était inutile d'en informer les fermiers du voisinage, qui évitaient les Gardner. Inutile également d'en parler aux gens d'Arkham, qui se moquaient de tout. Thad était mort. Merwin était mort. Quelque chose rampait autour de la ferme, quelque chose qu'on ne pouvait voir ni entendre. Quelque chose rampait. Bientôt Nahum disparaîtrait lui aussi. Il désirait qu'Ami veillât sur sa femme et sur Zénas, si jamais il lui survivait. Ce devait être un châtiment du ciel, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, car il avait toujours suivi les voies du Seigneur. Pendant plus de 2 semaines, Ami ne revit plus Nahum. Puis, inquiet à l'idée de ce qui avait pu se passer, il surmonta sa répugnance et se rendit chez les Gardner. Nulle fumée ne montait de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur redouta le pire. La ferme avait un aspect effrayant. Des feuilles et des herbes grisâtres couvraient le sol, des débris de vignes cassantes tombaient des pignons et des murs. Les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre, avec une méchanceté étudiée qui se manifestait dans une modification subite de l'inclinaison de leurs branches. Néanmoins, Nahum vivait encore. Étendu sur un petit lit dans la cuisine au plafond bas, il semblait très affaibli, mais parfaitement conscient et capable de donner à Zénas des ordres simples. Dans la pièce régnait un froid glacial. Voyant frissonner Ami, le maître de maison cria à son fils d'apporter d'autres bois. En vérité, l'âtre caverneux avait bien besoin de quelques bûches, car il était complètement vide. Et la bise qui soufflait par la cheminée soulevait un nuage de suie. Bientôt, Nahum demanda à son visiteur si cette nouvelle brassée de bois l'avait réchauffé, et Ami devina alors ce qui s'était passé. La corde avait fini par se rompre. Le fermier n'éprouvait plus désormais aucun chagrin. Ami posa quelques questions pleines de tact, sans pouvoir obtenir de renseignements précis sur la disparition de Merwin. Nahum ne sut lui répondre qu'une seule phrase. « Dans le puits. Eve dans le puits. » Brusquement, le visiteur songea à la folle et demanda où elle se trouvait. « Nabé ? Ben voyons. Allez ici, s'exclama son interlocuteur d'un ton stupéfait. Ami comprit qu'il devrait chercher tout seul. Laissant Nahum marmotter des paroles incohérentes, il prit les clés accrochées à un clou près de la porte et gravit l'escalier aux marches grinçantes qui menaient à la mansarde. Une odeur infecte régnait dans le couloir où l'on n'entendait aucun bruit. Une seule des 4 portes était fermée. Ami introduisit 3 clés dans la serrure avant de trouver la bonne. Puis, après avoir farfouillé quelques secondes, il ouvrit le battant. Il faisait très sombre dans la pièce, car la fenêtre était petite et à demi obstruée par les barreaux de bois, de sorte qu'Ami ne distingua rien sur le plancher. Une puanteur intolérable emplissait la chambre. Avant de poursuivre ses recherches, il dut battre en retraite pour gonfler ses poumons d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin. Lorsqu'il eut discerné plus clairement, il se mit à hurler. À ce moment, il lui sembla qu'un nuage passait devant la fenêtre. Un instant plus tard,
il se sentit frôlé par une immonde brume vaporeuse. D'étranges couleurs dansèrent devant ses yeux. S'il n'avait pas été paralysé par l'horrifiant spectacle qu'il contemplait, il aurait songé aux globules fracassés par le marteau du géologue, à la végétation malsaine du printemps précédent. En l'occurrence, il ne pensa qu'à la chose monstrueuse qui se trouvait devant lui. Elle avait certainement subi le sort épouvantable de Thaddeus et du bétail. Mais le plus affreux, c'était que cette abomination bougeait tout en continuant à s'effriter sur le plancher. Ami ne me fournit pas d'autres détails. Je remarquai simplement que la forme tapie dans un coin de la pièce ne repasserait pas au cours de son récit comme un objet mouvant. Il y a certaines choses qu'on doit passer sous silence, et un acte inspiré par un sentiment d'humanité élémentaire et parfois cruellement jugé par la loi. Je compris qu'il ne restait rien de vivant dans la mansarde. En vérité, quiconque y aurait laissé un être capable de mouvement eût commis un péché monstrueux, et se fût condamné à la damnation éternelle. Tout autre qu'un fermier flegmatique se serait évanoui ou aurait perdu la raison. Mais Ami franchit la porte en pleine possession de ses sens et renferma le secret maudit. Et il lui fallait à présent s'occuper de Nahum, le conduire en un lieu où l'on pût le soigner. Au moment où il commençait à descendre l'escalier sombre, il entendit un bruit sourd et un cri étouffé au-dessus de lui. Alors il se rappela avec inquiétude la brume gluante qu'il avait frôlée dans la chambre de terreur. Quelles présences sont entrées, et son hurlement avait-il fait surgir? Il s'arrêta sous l'effet d'une crainte vague et perçut d'autres sons au bas de l'escalier. Oui, à n'en pas douter, on traînait un objet pesant sur le sol. Par ailleurs, il y avait un bruit diabolique, ignoble, visqueux, le bruit d'une succion immonde. Son imagination enfiévrée se rattacha inexplicablement à ce qu'il avait vu dans la mansarde. Grand Dieu! Dans quel hideux cauchemar était-il tombé? Incapable d'avancer ou de reculer, il contempla, en tremblant, la noire courbe de l'escalier encaissé. Le moindre détail de la scène se grava profondément dans son cerveau. Les bruits, l'atroce sensation d'attente, les ténèbres, l'escalier raide au degré étroit, et surtout, bonté divine, la faible luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, lattes et poutres. À ce moment, retentit le hennissement frénétique de son cheval, suivi par le fracas d'un galop furieux. Quelques instants plus tard, l'animal et le bogie se trouvaient trop loin pour qu'on pût les entendre. Et l'homme épouvanté, dans les ténèbres de l'escalier, se demandait avec anxiété ce qu'il avait pu déterminer cette fuite. Mais ce n'était pas tout. Il y avait eu un autre bruit au dehors, une espèce d'éclaboussement provenant du puits près duquel Ami avait laissé Héro, sans l'attacher. Une roue de la voiture avait dû détacher une pierre de la margelle et la faire tomber dans l'eau. Et ces boiseries anciennes continuaient à émettre une pâle lueur phosphorescente. Grand Dieu! Que la maison était vieille! La majeure partie datait de 1650 et le toit en croupe de 1730, pour le moins. Il perçut distinctement un léger bruit de reptation sur le plancher et resserra son étreinte sur un lourd bâton qu'il avait ramassé dans la mansarde. Rassemblant tout son courage, il acheva de descendre l'escalier, puis se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais il n'eut pas à y pénétrer, car la créature qu'il cherchait ne s'y trouvait plus. Elle était venue à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Ami n'aurait su dire si elle avait rampé jusqu'à lui ou si elle avait été traînée par des forces extérieures. Quoi qu'il en fût, elle était frappée à mort. Tout s'était passé au cours de la dernière demi-heure, mais déjà l'affaiblissement,
la coloration grisâtre et la désintégration paraissaient extrêmement avancées. La chair, horriblement friable, se détachait en fragments desséchés. Ami, épouvanté, regarda fixement l'immonde parodie de ce qui avait été un visage humain. Quoi que c'était donc, Nahum, quoi que c'était, murmura-t-il. Et les lèvres, tuméfiées, fendillées, parvinrent à articuler cette réponse. C'est rank de la couleur à brûler, roide et humide, calme, mais à brûler, à vivre dans le puits. Je l'ai pas vu, une espèce de fumée, tout pareil que les fleurs au printemps. Le puits est brillé la nuit. Tad, Merwin, Zenas, tout ce qui est vivant a sus la vie, cette pierre. Pour sûr, Calais est venu dans cette pierre. Tout Calais a empoisonné. Ce machin rond que les professeurs ont tiré de la pierre. Ils l'ont cassé. Il était de la même couleur, tout pareil que les plantes et les fleurs. Devait y en avoir d'autres, des graines qu'on poussait. Je l'ai vu pour la première fois cette semaine. Elle a dû prendre et de la force en tuant Zenas, qui était un gars solide, plein de vie. Elle vous attaque le cerveau, et après, ça, elle vous prend tout entier. Elle vous brûle, dans l'eau du puits. Pour ça, t'avais raison, c'est de l'eau qui est mauvaise. Zenas, il est jamais revenu du puits. Tu peux pas t'en aller, à t'attirer. Tu sais qu'il va t'arriver quelque chose, mais tu peux pas bouger. Je l'ai vu pas mal, et de fois depuis que Zenas a disparu. Et Nabi, où s'est-il calé? Et mis. J'en plus ma tête à moi. Je sais plus quand c'est-il que j'y ai donné son manger. Cette couleur va la tuer, à elle aussi. C'est rare que de la couleur. Sa figure commence à prendre cette couleur pendant la nuit. Cette couleur qui brûle et qui suce. Elle vient d'un endroit où des choses ne sont pas pareilles qu'ici. Un des professeurs l'avait bien dit. Il avait bien raison. Faites attention, amis. Elle a encore pas fini son travail. Elle suce la vie. Ce fut tout. La chose qui venait de parler ne put en dire davantage, car elle s'était complètement affaissée. Ami jeta une nappe à carreaux rouges sur les débris informes et sortit en chancelant par la porte de derrière. Il gravit la pente qui menait auprès de 4 hectares, puis regagna sa demeure par la route du nord et à travers bois. Il n'avait pu se résoudre à passer devant ce puits qui avait mis son cheval en fuite. Après l'avoir observé par la fenêtre, il s'était aperçu que la margelle était intacte, donc la voiture n'avait délogé aucune pierre. L'éclaboussement était dû à autre chose qui avait sauté dans le puits, après en avoir fini avec le pauvre Nahum. Quand Amy atteignit sa maison, Madame Pierce était folle d'angoisse, car le cheval et la voiture étaient arrivés avant lui. Il la rassura, sans lui donner d'explication, se mit immédiatement en route pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner n'existait plus. Il se contenta de déclarer que Nahum et Nabi avaient succombé, semble-t-il, au même mal inconnu qui avait tué le bétail et Thaddeus. Il ajouta que Merwin et Zenas avaient disparu sans laisser de traces. Après un interrogatoire interminable au commissariat de police, il fut contraint de conduire 3 inspecteurs à la ferme de Nahum, ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il accepta contre-cœur, car l'après-midi était déjà fort entamé, et il redoutait de se retrouver dans ce lieu maudit à la tombée de la nuit. Néanmoins, il se sentait réconforté par la présence de tant de gens auprès de lui. Les 6 hommes suivirent le bogey de leur guide dans une charrette anglaise et arrivèrent à la maison pestiférés vers les 4 heures. Malgré leur habitude des spectacles macabres, ils furent
tous bouleversés par ce qu'ils trouvèrent dans la mansarde et sous la nappe à carreaux rouges. L'aspect de la ferme, entourée de son désert grisâtre, était suffisamment impressionnant, mais les 2 tas de chair qui tombaient en poussière dépassaient les limites de l'horreur. Le médecin reconnut qu'il n'offrait pas grand-chose à examiner. Toutefois, on pouvait analyser des spécimens qu'il se mit à devoir de prélever. Par la suite, comme je l'ai déjà dit, le professeur chargé d'analyser les 2 flacons de poussière dans le laboratoire de l'université fit une curieuse découverte. Soumis au spectroscope, les échantillons présentèrent un spectre inconnu, dont certaines raies correspondaient exactement à celles de l'étrange météorite. La poussière perdit la propriété d'émettre ce spectre au bout d'1 mois. Elle se composait essentiellement de phosphate et de carbonate alcalin. Ami n'aurait pas parlé du puits s'il avait su que ses compagnons se proposaient d'agir sans plus attendre. Le jour touchait à sa fin et il lui tardait de rentrer chez lui. Néanmoins, il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux sur la margelle, et quand l'un des détectives lui demanda la raison de sa nervosité, il avoua que Nahum redoutait une présence fatale au fond des eaux, à tel point qu'il n'avait jamais envisagé d'y chercher les corps de Merwin et de Zénas. À ces mots, les policiers entreprirent de vider le puits immédiatement. Ami, tremblant de tous ses membres, fut obligé de rester là pendant que les autres hissaient des seaux d'eau nauséabonds qu'ils répandaient sur le sol en reniflant d'un air dégoûté. Vers la fin, ils durent se boucher le nez, tellement la puanteur était forte. La besogne dura beaucoup moins qu'ils ne le craignaient, car le niveau de l'eau était extraordinairement bas. Il est inutile de décrire en détail ce qu'ils trouvèrent. Merwin et Zénas, presque réduits à l'état de squelette, un daim et un gros chien présentant le même aspect, les ossements de plusieurs animaux de petite taille. La vase du fond semblait inexplicablement poreuse et pleine de bulles. Un homme, qui descendit en prenant appui sur les mains de fer, constata qu'il pouvait enfoncer une perche jusqu'au bout sans rencontrer d'obstacle solide. On apporta des lanternes de la maison car la nuit venait de tomber. Puis, lorsqu'il fut bien évident que le puits ne leur apprendrait rien d'autre, les enquêteurs entrèrent dans le vieux salon pour délibérer, tandis que la blême clarté d'une demi-lune spectrale baignait la désolation grise qui s'étendait au dehors. Ils reconnurent franchement que toute cette affaire les déconcertait. Ils ne parvenaient pas à trouver un seul élément commun qui reliait l'étrange état de la végétation, la maladie inconnue des animaux et des hommes, la mort inexplicable de Merwin et de Zénas dans le puits souillé. À vrai dire, ils étaient au courant des racontars du pays, mais ils ne pouvaient croire à des événements contraires aux lois naturelles. À n'en pas douter, le météorite avait empoisonné le sol. Toutefois, comment expliquer la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient mangé aucune des plantes poussant dans le sol? Fallait-il incriminer l'eau du puits? Peut-être. Il ne serait pas mauvais de la faire analyser. Mais quelle folie singulière avait poussé les 2 garçons à sauter dans le puits? Leur reste montrait qu'ils avaient subi l'un et l'autre la même mort, car leur chair était grise et friable. Pourquoi trouvait-on partout cette couleur de cette désintégration? Le coroner, assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, fut le premier à remarquer la lueur provenant du puits. Les terres abhorrées environnant la ferme semblaient imprégnées d'une faible clarté qui n'était pas due aux rayons de la lune. Mais cette nouvelle lueur, nettement accusée, paraissait jaillir du trou noir, comme le faisceau d'un projecteur, et se reflétait dans de petites flaques d'eau à l'endroit où les seaux avaient été vidés. Elle était d'une étrange couleur, et tandis que tous les hommes s'attroupaient autour de la fenêtre, Ami sursauta violemment, car la teinte de ce faisceau de miasmes funestes lui paraissait familière. Il l'avait déjà vu ailleurs, et n'osait pas envisager ce que cela pouvait signifier.
Il l'avait vu sur le globule cassant du météorite. Il l'avait vu sur la hideuse végétation printanière. Il croyait l'avoir vue le matin même devant la petite fenêtre de la mansarde où des choses indescriptibles s'étaient passées. Oui, elle avait fulguré devant cette fenêtre l'espace d'un instant. Ensuite, un immonde flot de brume visqueuse l'avait frôlé dans l'ombre. Et puis le pauvre Nahum avait été attaqué par quelque chose qui possédait cette même couleur. Il l'avait dit avant de mourir. Enfin, il y avait eu la fuite du cheval, le bruit d'une chute dans le puits. Et maintenant ce puits vomissait à la face du ciel un pâle faisceau lumineux de cette même teinte démoniaque. Ami fit preuve d'une vivacité d'esprit remarquable en la circonstance. Tout bouleversé qu'il fût, il se préoccupa d'un détail essentiellement scientifique. Il s'étonna d'avoir éprouvé la même impression devant une brume entrevue en plein jour par une fenêtre ouverte sur le ciel matinal, et devant une exhalaison nocturne se détachant comme un brouillard phosphorescent sur un paysage noir. C'était contraire aux lois de la nature, et il se rappela les derniers mots de son ami mourant. « Ah, viens d'un endroit où les choses ne sont pas pareilles qu'ici. » Un des professeurs l'avait bien dit. À présent, les 3 chevaux attachés à un jeune arbre rabougri au bord de la route hennissaient et piaffaient frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour aller les calmer, mais Ami lui posa sur l'épaule une main tremblante. « Allez pas là-bas, murmura-t-il. Tout ça est bien plus compliqué que ça en a l'air. Nahum m'a dit qu'il avait une chose dans le puits qui vous suce la vie. Il m'a dit qu'Alé avait dû venir d'une boule ronde pareille à celle qu'on a vue dans cette pierre qui est tombée l'été passé. À sus et à brûle, qui m'a dit. Et Alé est dans un nuage et de couleur tout pareil que cette lumière que vous voyez là. Et on sait pas du tout ce que ça peut bien être. Nahum, il croyait que ça se nourrit de tout ce qui est vivant et que ça y donne de la force. Il l'a vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de très loin dans les ciels, tout pareil que la pierre qui est tombée l'an passé. De la façon qu'elle est faite et de la façon qu'a tué. Pour sûr qu'elle appartient pas à notre monde créé par notre Seigneur. Les hommes indécis restèrent donc sur place, tandis que la lumière émanée du puits devenait plus forte et que les chevaux hennissaient et piaffaient avec une violence croissante. Les enquêteurs connurent alors des minutes effroyables. En effet, dans la vieille ferme maudite régnait une hideuse terreur engendrée par les 4 tas de débris monstrueux, dont 2 provenaient de la maison et 2 autres du puits. Placé dans le bûcher derrière la ferme, au dehors, la gueule noire de la margelle dardait son faisceau de la clarté maléfique, issue de la boue putride. Ami avait arrêté le conducteur de la charrette sous l'effet d'une impulsion irraisonnée, oubliant que lui-même restait indemne après avoir été frôlé par la brume colorée de la mansarde. Mais peut-être avait-il agi sagement. Nul ne saura jamais ce qui hantait l'air nocturne ce soir-là. Quoique cette émanation de l'au-delà n'eût jamais causé aucun mal à un être humain en pleine possession de sa raison, il est impossible de dire ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment, surtout si l'on considère les manifestations très nettes de volonté qu'elle ne tarda pas à révéler sous le ciel où la lune brillante parmi les nuages. Brusquement, l'un des détectives postés devant la fenêtre avala son souffle. Ses compagnons lui jetèrent un coup d'œil surpris, puis suivirent son regard qui, après avoir erré à l'aventure, s'était fixé sur un point précis. Tout commentaire fut inutile. Ce dont les campagnards avaient tant discuté n'était plus discutable. Si personne à Arkham ne consent à parler des jours étranges, c'est en raison du fait dont les enquêteurs furent témoins et qu'ils convinrent de ne jamais mentionner autrement qu'à voix basse. Tout d'abord, il faut bien préciser que nul vent ne soufflait à ce moment-là. Les tiges grises
et flétrie de l'herbe, au chantre, qui subsistait encore, était parfaitement immobile. Pourtant, au sein de ce calme surnaturel, les rameaux dénudés de tous les arbres de la cour s'agitaient spasmodiquement, comme s'ils avaient tenté vainement, dans un accès de démence épileptique, de griffer les nuages éclairés par la lune. À les voir se tordre convulsivement dans cet air empoisonné, on aurait pu les croire secoués par les mouvements chaotiques de je ne sais quelle monstruosité cachée grouillant dans le sol sous les racines noires. Les spectateurs retinrent leur respiration pendant plusieurs secondes, puis un nuage épais passa devant la lune et la silhouette des branches griffues disparut momentanément. Alors, un cri d'épouvante s'étrangla dans leur gorge, car la terreur n'avait pas disparu avec la vision des rameaux frénétiques. Au cours de ces quelques instants de ténèbres plus denses, ils virent se tortiller au niveau du faîte des arbres 1000 points lumineux, auréolant chaque brindille, comme le feu Saint-Elme ou les flammes qui couronnèrent la tête des apôtres le jour de la Pentecôte. La monstrueuse constellation, semblable à un essaim de lucioles dansant une infernale sarabande au-dessus d'un marécage maudit, avait cette couleur indestructible qu'Amy connaissait trop bien et qu'il craignait par-dessus tout. Pendant ce temps, le faisceau de clarté phosphorescente émanant du puits devenait de plus en plus intense, si bien que les spectateurs, incapables de concevoir consciemment une image normale, avaient l'impression d'assister à la fin du monde. Ce n'était plus un rayon lumineux qui sortait de la margelle, mais un torrent de couleurs indéfinissables qui semblait se déverser directement dans le ciel. Le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour y placer une barre supplémentaire, plus lourde que les autres. Amy, tremblant de tout son corps, dut tirer ses compagnons par le bras et montrer la cour du doigt, lorsqu'il voulut leur signaler la luminosité croissante des arbres, car il était incapable de parler. Les chevaux faisaient un vacarme effrayant, mais pas un seul membre du groupe réuni dans la ferme ne se serait aventuré au dehors pour tout l'or du monde. D'une minute à l'autre, les points lumineux qui criblaient la cime des arbres augmentaient d'intensité. Les branches semblaient tendre de plus en plus vers la verticale. Le bois de la bascule du puits s'était mis à briller, et bientôt un des inspecteurs de police montra sans mot dire les appentis et les ruches placées contre le mur de pierre du côté ouest. Lui aussi commençait à luire, alors que les véhicules des visiteurs semblaient encore indemnes. Puis il y eut un grand fracas et un bruit de sabots sur la route. Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir, ils s'aperçurent que les 2 chevaux gris, ayant brisé leur arbitre, s'étaient enfuis en entraînant la charrette. Cet incident délia des langues, et les spectateurs échangèrent, à voix basse, quelques phrases embarrassées. « Ça s'étend sur tout ce qu'il y a d'organique dans les parages, » murmura le médecin légiste. L'homme qui avait sondé le puits insinua que sa perche avait dû réveiller une chose intangible. « C'était effroyable, » ajouta-t-il. Il n'y avait pas de fond, uniquement de la vase et des bulles, et l'impression que quelque chose s'embusquait là-dedans. Le cheval d'Amy piaffait toujours sur la route, et ses cris assourdissants étouffèrent presque la voix de son propriétaire lorsque celui-ci marmonna faiblement. « Ça vient de cette pierre. Ça a grandi au fond du puits. Ça a tué tout ce qui était vivant. Ça s'est nourri de leur corps et de leur esprit. Tad et Merwin, Zena, Senabi et Nahum pour finir. Ils ont tous bu de l'eau du puits. Ça vient d'un autre monde où les choses sont pas pareilles que chez nous. Et maintenant, ça part là d'où c'est venu. » À ce moment, comme la colonne de couleurs jetait un éclat plus vif et assumait de vagues formes extraordinaires, dont chaque spectateur donna plus tard une description différente, le pauvre héros poussa un cri déchirant tel que jamais aucun cheval n'en avait poussé, au dire des assistants. Tout le monde se boucha les oreilles, et Amy, horrifié jusqu'à la nausée, se détourna de la fenêtre. Il ne put me décrire ce qu'il avait vu. Lorsqu'il regarda de nouveau, l'animal gisait inerte sur le sol, baigné de clarté lunaire, entre les brancards brisés du bogie.
Mais son maître n'eut pas le temps de déplorer cette fin tragique, car, au même instant, l'un des détectives attira silencieusement leur attention sur un phénomène qui se produisait dans le salon même où ils se trouvaient maintenant que la lampe était éteinte. On pouvait constater qu'une légère phosphorescence commençait à envahir la pièce. Elle luisait sur les larges lattes du plancher, sur les châssis des fenêtres aux vitres étroites, sur les poteaux d'angle, sur le dessus de la cheminée, sur les portes et les meubles. Elle devenait plus intense d'une minute à l'autre, et bientôt, il fut évident que tout être vivant en bonne santé devait quitter la maison sans plus attendre. Amy montra à ses compagnons la porte de derrière et le sentier qui, à travers champs, conduisait au pré de 4 hectares. Ils effectuèrent le trajet d'un pas mal assuré, comme en rêve, sans oser se retourner une seule fois. Ils furent trop heureux d'emprunter ce chemin, car ils n'auraient pu se résoudre à sortir dans la cour de devant et à passer à côté du puits. Ce leur fut d'ailleurs une dure épreuve que de longer la grange et les appentis phosphorescents, ainsi que de traverser le verger dont les arbres luisants tordaient leurs bras noueux de façon démoniaque. Mais Dieu merci, les branches s'agitaient verticalement. D'épais nuages noirs cachèrent la lune un moment où ils franchissaient le pont rustique qui enjambe Chapman's Brook. Dès lors, ils durent gagner la prairie à tâtons. Quand ils se retournèrent enfin pour regarder la vallée, ils virent un spectacle terrifiant. La ferme tout entière baignait dans cette hideuse couleur indéfinissable. Les bâtiments, les arbres et même les herbes qui n'avaient pas encore tourné à ce gris fatal, les branches tendues vers le ciel, étaient couronnées de langues de flammes. Des ruisselets de ce même feu monstrueux coulaient le long du faîtage de la maison, de la grange et des appentis. Sur l'ensemble régnait ce torrent de lumière amorphe, ce mystérieux arc-en-ciel empoisonné issu du puits bouillonnant, clapotant, scintillant, tâtant le terrain, s'étendant sans cesse en un chromatisme cosmique impossible à identifier. Puis brusquement, cette abomination s'enleva tout droit vers le ciel, comme une fusée ou une météore, sans laisser la moindre trace derrière elle, et disparut par un trou rond, étrangement régulier, à travers les nuages, avant qu'un seul des spectateurs eût pu pousser un cri. Amy regardait d'un air hébété la constellation du Cygne, où la couleur inconnue venait de se fondre dans la Voie lactée, lorsqu'un craquement soudain attira de nouveau son attention sur la vallée, un craquement de bois qui se rompt, et non pas une explosion comme les autres le prétendirent. En un instant, tous virent jaillir de la ferme maudite un étincelant cataclysme d'étincelles, monstrueuse, aveuglante, qui bombarda le zénith d'une nuée de fragments dont les couleurs fantastiques n'étaient pas de cette terre. À travers les nuages rapidement reformés, ces fragments suivirent l'horreur qui les avait précédés et s'évanouirent à leur tour. Dans la vallée, il ne resta plus qu'un amas de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas venir. Peu après, ils furent assaillis par un vent violent qui semblait se déverser du haut des espaces interplanétaires en sombres rafales glacées. Criant et hurlant, il flagella les champs et les bois avec une fureur frénétique, et bientôt les spectateurs tremblants comprirent qu'il serait inutile d'attendre la réapparition de la lune pour voir ce qui subsistait de la ferme des Gardner. Trop épouvantés pour hasarder la moindre théorie, les 7 hommes se dirigèrent vers Arkham d'un pas traînant en suivant la route du nord. Amy, plus bouleversé que ses compagnons, les supplia de l'accompagner jusqu'à sa demeure, au lieu de regagner la ville directement. Il se sentait incapable de rentrer seul chez lui à travers les bois fouettés par le vent. En effet, il souffrait d'un choc qui avait été épargné aux autres et qui lui inspira pendant plusieurs années une crainte rongeuse dont il n'osait même pas parler. Au moment où ses compagnons, au sommet de cette colline battue par les rafales, s'étaient résolument tournés vers la route, Amy avait jeté un dernier coup d'œil sur l'emplacement de la ferme du malheureux Nahum. De ce lieu pestiféré, il avait vu quelque chose monter faiblement, puis retomber aussitôt à l'endroit précis où la grande horreur informe venait de jaillir vers le ciel.
C'était une couleur, rien de plus, mais une couleur qui n'appartenait pas à notre monde. Si Ami n'avait plus depuis lors toute sa tête, c'est parce qu'il avait reconnu cette couleur et savait que ce dernier vestige devait encore s'embusquer au fond du puits. 44 ans se sont écoulés depuis le cataclysme, mais Ami n'est jamais revenu à cet endroit maudit, et il se réjouira de le voir disparaître sous les eaux du nouveau réservoir. Je m'en réjouirai tout autant, car je n'aime pas la façon dont la lumière solaire changeait de couleur autour de la margelle du puits abandonné, lorsque je passais à côté. J'espère que l'eau sera toujours très profonde. De toute façon, je n'en boirai jamais. Et je crois que je ne reverrai jamais le pays qui s'étend autour d'Arkham. 3 des compagnons d'Ami revinrent le lendemain matin examiner les ruines de la ferme, mais ce n'étaient pas des ruines à proprement parler. Il ne restait que les briques de la cheminée, les pierres de la cave, quelques débris minéraux et métalliques, et la margelle de ce puits néfaste. À l'exception du cheval mort qui ensevelirent et du boguet qui ramenèrent à son propriétaire, il n'y avait plus qu'un désert de poussière grise où plus rien n'a jamais poussé. Aujourd'hui encore, il s'étale sous le ciel comme une grande tache rongée par un acide au milieu des champs et des bois. Les rares personnes qui ont osé le contempler malgré les histoires terrifiantes des campagnards l'ont appelé la lande foudroyée. Les récits des paysans sont étranges. Ils pourraient l'être bien davantage si l'on pouvait amener les chimistes de l'université à analyser l'eau du puits abandonné et cette poussière grise que nul vent ne semble disperser. Les botanistes, eux aussi, devraient étudier la flore rabougrie qui entoure ce lieu. Peut-être confirmerait-il l'opinion de ceux qui prétendent que la flétrissure s'étend d'environ 1 pouce par an. Les gens affirment que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps, et que les animaux sauvages laissent des empreintes bizarres pendant l'hiver. La couche de neige qui recouvre la lande est toujours moins épaisse que partout ailleurs. Les chevaux deviennent ombrageux dans la vallée silencieuse. Les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens dès qu'ils approchent de cette tache de poussière grise. On prétend également que la lande a une influence pernicieuse sur le cerveau. La raison de beaucoup de gens a été sérieusement affectée au cours des années qui ont suivi la mort de Nahum. Et pas un seul d'entre eux n'a eu la force de s'en aller. Alors, tous ceux qui avaient la tête solide ont quitté la région. Seuls les étrangers ont essayé de vivre dans les vieilles fermes croulantes. Néanmoins, ils ont dû partir, eux aussi. On se demande parfois quel discernement surhumain leur a été donné au cours de leur séjour. Ils chuchotent d'étranges histoires de magie et déclarent que d'horribles rêves n'ont pas cessé de les hanter. En vérité, l'aspect de ce coin sinistre suffit à susciter des idées morbides. Nul voyageur n'a jamais vu ces gorges sombres sans éprouver un sentiment de malaise. Les artistes frissonnent en peignant ces bois touffus, dont le mystère inquiète notre âme en même temps qu'il frappe nos regards. Ne me demandez pas mon opinion. Je vous répondrai que je ne sais rien. En effet, je n'ai recueilli que le témoignage d'amis, car les gens d'Arkham refusent de parler des jours étranges. Et les 3 professeurs qui examinèrent l'aérolithe et la globule colorée sont morts depuis quelques années. Je crois pouvoir affirmer que la pierre tombée du ciel contenait d'autres globules. L'un d'eux s'est nourri de tous les organismes vivants de la lande foudroyée avant de regagner les espaces interplanétaires. Mais il doit y en avoir un second, encore embusqué dans le puits. Car je sais que la lumière solaire n'a pas une teinte normale au-dessus de la margelle. Quelle que soit la chose infernale prête à éclore au fond du puits, elle doit être prisonnière d'une façon ou d'une autre, sans quoi elle se propagerait rapidement. Serait-elle
attachés aux racines de ces arbres qui griffent l'air de leurs branches. L'une des histoires d'Arkham relate que de gros chênes brillent et agitent la nuit d'une manière surnaturelle. Dieu seul sait de quoi il s'agit.